Route et auberge, reconnaissance et retrouvailles avec un pilote que l'on avait presque oublié depuis 2 ans, Michel Mouton. À 34 ans, elle renoue avec le haut niveau au volant d'une 205 Turbo 16. La voilà donc à nouveau à la table des grands, Salonen, Kankkunen et Bruno Sabi. Mais fait-elle vraiment partie de la famille Peugeot? Michel Mouton disputera en effet le Monte-Carlo sous les couleurs de la filiale allemande avec qui elle participera cette saison au championnat d'Allemagne. Pour elle, une 205 Turbo 16 première évolution seulement. Je suis à armes égales, c'est normal. Tout le monde fait le maximum. En définitive, vous savez, je n'ai que la Peugeot qui a gagné en fait les premières épreuves du championnat du monde. Donc c'est quand même une bonne voiture, même si l'évolution 2 est différente. Je crois que si le Monte-Carlo est enneigé, je crois que ça sera de toute façon suffisant pour moi. Pas jalouse donc Michel de l'autre recrue Peugeot, le Finlandais Juha Kankkunen. À 27 ans, Kankkunen, vainqueur 85 du Safari Rally et du Côte d'Ivoire au volant d'une Toyota, trouve là une chance extraordinaire. La même que Timo Salonen voilà juste 1 an. Pour lui, tout est nouveau. La voiture, l'évolution 2. Comme le rallye, c'est son premier Monte-Carlo. Alors, les reconnaissances, il les fait au pas avec sagesse. Il faut dire qu'en plus, les conditions sont loin d'être excellentes, il neige beaucoup, la route est très glissante. Elle est facile à conduire, mais très difficile à tenir sur la neige fraîche. Il ne faut pas se tromper dans le choix des pneumatiques. Mais je vais essayer de bien assimiler tout cela. Si Juha est aussi bon élève que Timo, voilà au bout d'1 an ce que donnera sa conduite sur l'évolution 2. Une parfaite maîtrise des 450 chevaux du moteur central turbo-compressé même sur la neige. Un an d'expérience, 5 victoires en rallye, un titre de champion du monde, Timo a confiance. Pour lui, le rallye de Grande-Bretagne 85 et son abandon bielle coulée ne sont qu'un accident. Sabi pense même que la défaite au RAC, c'était peut-être une aubaine pour Peugeot. Ça fait réaliser toute l'équipe qu'effectivement, on n'est pas invincible et ça remotive tout le monde. Et je crois que, d'ailleurs, je l'ai senti chez les mécaniciens, chez tout le monde se cramponne pour démarrer la saison efficacement. Ils ont bien raison car écoutez et regardez, la menace arrive. Elle nous vient d'Italie, c'est la Lancia Delta S4. Pour sa première sortie, un doublé Orac, premier Toivonen, deuxième Allen, 4 roues motrices, moteur central turbo compressé, la petite sœur de la Turbo 16. Je suis sûr qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux voitures. Peut-être Peugeot est plus rapide en ce moment. Mais d'ici 2 ou 3 mois, les Lancia iront peut-être plus vite. Clé de cet optimisme, le plus du compresseur volumétrique qui comprimera dès les premiers tours les gaz d'admission, rendant ainsi l'utilisation du turbo plus souple et plus efficace, en supprimant le temps de réponse. Quoi qu'il en soit, il faudra toute l'habileté d'Allen, Toivonen ou Biazion pour redonner à la firme italienne un titre mondial qui pour l'instant lui revient tous les 2 ans. Mais attention, une menace peut en cacher une autre. L'Austin Metro 6 R4. Les Anglais nous surprennent avec cette nouvelle 4 roues motrices de plus de 300 chevaux qui a l'étonnante particularité de ne pas être turbo. Et pourtant, cette voiture a fini 3e du RAC. Sûr, je pense que la voiture est capable de faire aussi bien, mais pour les pilotes, j'en suis pas si sûr. Un humour britannique qui reprendrait bien à son compte l'allemand Walter Röhrl et sa Sport Quattro, en jouant un vilain tour à toutes ces petites nouvelles. Alors faites vos jeux, Métro, Peugeot ou Lancia. Elle représente ce soir... Thierry Sabine nous a quittés. C'est avec une pensée pour lui que le rallye Monte-Carlo est parti ce matin des 4 coins de l'Europe. Un Monte-Carlo qui donne le coup d'envoi du championnat du monde 86 et qui marque le début d'une bataille de marque qui promet d'être fantastique. Jamais jusque-là, on n'aura vu autant de grands constructeurs s'intéresser à la compétition sur route. C'est un signe indéniable de l'exceptionnelle vitalité des rallyes. Et plus personne aujourd'hui n'oserait remettre en question leur immense pouvoir promotionnel. C'est en grande partie grâce à son titre de champion du monde acquis en 85 que Peugeot s'est taillé une nouvelle image de marque. Cette saison, le constructeur qui sort ses griffes a fait des émules. Et des Monte-Carlo, ils seront 4 déjà à vouloir bouffer du lion. Parmi eux, Austin Rover et sa nouvelle métro 4 roues motrices.
Mais contrairement à toutes ses rivales, la Metro ne cache pas de turbo sous son capot. En Angleterre, on a fait dans la tradition, en reprenant le bloc moteur Rover V6 en aluminium, de 2,5 litres de cylindrée. 24 soupapes pour ce moteur atmosphérique qui développe 400 chevaux dans sa version course. Un moteur solidement éprouvé qui, monté en position centrale, donne déjà de sérieux espoirs à la firme britannique. Lorsqu'on est anglais, on ne va pas chercher ailleurs ce que l'on a sous la main. John Davenport, ancien journaliste sportif, devenu patron de l'équipe chez Austin, a choisi dans le vivier britannique. Tony Pond d'abord, 40 ans, de la classe et du style. Malcolm Wilson ensuite, 29 ans, transfuge de chez Ford. Mais c'est incontestablement Tony Pond qui symbolise le plus l'ambition d'Austin Rover, même s'il fait figure ici de novice. J'aime Monte Carlo, dit-il, c'est un très beau rallye. C'est la première fois que vous courez ici? Oui, j'ai disputé quelques rallyes en France, le Tour de Corse plusieurs fois, mais ici, c'est la première fois. Et la voiture sur ces routes? Je pense qu'elle sera très à l'aise s'il y a de la neige. Elle est efficace partout, mais elle devrait être encore mieux sur la neige. Quelle puissance! 400 chevaux. Je pense que c'est suffisant pour ce rallye. C'est comme au RAC? Oui, mais il y a eu certaines modifications. On a plus de puissance à bas régime. Il est un fait que le point fort de la nouvelle Austin Metro est constitué par un excellent rapport poids-puissance. Avec ses 890 kg à la limite du poids minimum autorisé, la Metro fait preuve d'un joli tempérament. Développée par Patrick Head, un ingénieur bien connu dans le monde de la Formule 1, la Metro se caractérise encore par un très bon équilibre des masses. Petite, agile, maniable, elle se conduit comme un véritable kart et nous pouvons être certains qu'elle jouera ici le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire celui du trouble-fait. Beaucoup plus d'ambition dans le camp Lancia avec sa nouvelle arme, la Delta S4, victorieuse dès sa première sortie officielle au RAC en fin de saison dernière. Ambition partagée par Marcou Allen, l'homme que Todd aurait bien voulu se payer. Après avoir longtemps misé sur les deux roues motrices de sa 037, Lancia a battu tout le monde sur le plan des innovations. Et sa Delta S4 n'a pas échappé, elle aussi, à la transmission intégrale. Mais c'est au niveau du moteur que l'on a le plus innové à Turin. Turbo il y a bien sûr, mais ici le turbo est associé à un compresseur volumétrique. Ainsi, la puissance peut-elle être déclenchée tout de suite. Plus de temps de réponse du turbo, Marcou Allen peut être satisfait. La Delta S4 est bien née, elle est de la race des voitures qui peuvent faire honneur à son talent. Équilibre, force, puissance, agressivité, la Delta S4 dans ses œuvres. Si j'étais Jean Todt, c'est incontestablement de ce côté-là que je jetterais cette saison des regards inquiets. Outre Allen, 34 ans, deuxième à Monte-Carlo en 83, Lancia misera sur Henri Toivonen, 29 ans, finlandais, cinquième en 81, et sur Massimo Biasion, 27 ans, italien, sixième en 84. Biasion qui a connu quelques ennuis de boîte de vitesse durant les reconnaissances. L'adaptation à la Delta S4 pour vous, ça a été... Pour moi, c'est très difficile. Pourquoi? C'est la première fois que j'ai conduit cette voiture et nous verrons. Et sur la neige, comment elle se comporte? C'est très vite, il y a beaucoup de traction. Et je ne suis pas bon de conduire bien sur la neige, je préfère le sec. Et la puissance, elle est de combien là, à Monte-Carlo? 450 chevaux. 450. 450. Et qui va gagner Monte-Carlo? Je ne sais pas, juste pour moi. Optimiste, Biasion. Du côté d'Audi, on se montre plus réservé. Même si l'Audi Sport Quattro S1 gagne toujours un peu plus en puissance, elle est toujours handicapée en revanche par son poids, 1 tonne 100. Sa conception avec son moteur placé en porte-à-faux à l'avant ne constitue pas vraiment un avantage,
face à des rivales qui ont toutes choisi l'option du moteur central. Chez Audi, on a fait en sorte de rééquilibrer les masses en reculant le radiateur d'eau et l'alternateur, et l'espoir est revenu d'un seul coup avec la victoire de Rohr-Lassan Remo. Mais sera suffisant désormais pour faire face à la concurrence? Un atout pourtant pour Audi, c'est deux pilotes. D'abord Walter Röhrl, 38 ans, quadruple vainqueur du Monte-Carlo et sans doute le meilleur du lot. Et Hannu Mikkola, 43 ans, qui n'a jamais pu triompher ici et qui évalue ses chances avec objectivité. Maintenant, toutes les voitures sont des 4 roues motrices et elles ont toutes le même avantage sur la neige. C'est pareil pour tout le monde. Et la voiture, quelle puissance! Nous avons autour des 500 chevaux, mais évidemment, on ne peut pas les utiliser au maximum tout le temps. C'est suffisant pour cette course? Oui, oui, c'est suffisant. Et pour la victoire, qui peut gagner? Hannu? Oh, je ne le pense pas, mais je mettrai plutôt un paquet d'argent sur Walter. Walter Röhrl. Et il est toujours le meilleur dans ce rallye. Première apparition en course de la dernière née des voitures du groupe B, la Citroën BX4 TC. Une 4 roues motrices à moteur en porte-à-faux à l'avant. Avec plusieurs années de retard, Citroën a choisi la même architecture qu'Audi. Il semble que ce ne soit pas le bon choix, car on sait désormais que l'Audi porte comme une tare tout son poids à l'avant. Il nous étonnerait donc que la BX réussisse là où Audi a précisément marqué le pas. À moins que la suspension hydropneumatique, qui constitue la principale originalité de la Citroën, se révèle être un argument de poids. Mais pour être franc, nous ne croyons pas aux vertus miracles de ce procédé. Nous croyons savoir d'autre part que les moteurs 400 chevaux ont eu une fâcheuse tendance à rendre l'âme avant la course. Et il se pourrait donc que les deux BX4 TC aient pris le départ avec des moteurs dégonflés. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, le bouquet final pour Peugeot, qui inaugure ici son titre de champion du monde. Peugeot qui innove côté pilote avec l'engagement de Michel Mouton, revenu dans le giron français après ses escapades chez Fiat et chez Audi. Une Michel Mouton qui pilotera ici la première évolution de la Turbo 16 et qui semble ravi. Ça fait énormément plaisir d'être dans une équipe où on parle la même langue, c'est vrai. Et dans une équipe nouvelle, sans oublier le passé de toute façon, c'est toujours une expérience intéressante et je la vis très très bien. Vous découvrez ici la 205 Turbo 16, alors quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions, on retrouve bien une 4 roues motrices, c'est vrai, mais disons que sur la neige, les quelques essais que j'ai faits, c'est quand même un comportement différent. Il n'y a pas le ballon entre l'avant et l'arrière que je retrouvais sur la Quattro. Et ça fait un comportement plus neutre et bon, il y a un petit temps d'adaptation, ça c'est certain. Peugeot misera sur son Evolution 2 pour renouveler sa victoire de l'an dernier à Monaco. Plus légère, 910 kg et plus puissante, 430 chevaux, l'Evolution 2 a tout pour permettre à Peugeot de défendre son titre victorieusement. Un matériel bien éprouvé et des pilotes de tout premier plan. La filière finlandaise marche bien. Aux côtés de Timo Salonen, le champion du monde, on trouvera Juha Kankkunen, la nouvelle recrue de Peugeot. Kankkunen, 26 ans, vainqueur l'an dernier des 2 rallyes africains, le Safari et la Côte d'Ivoire, mais qui découvre le Monte-Carlo. Est-il possible de gagner ici quand on y court pour la première fois? Il est possible de gagner avec cette voiture, mais pour la première fois, je ne serai pas à fond. Il faut me familiariser avec la voiture et avec le terrain. Mais nous avons beaucoup de rallyes à disputer cette année et il serait fou d'attaquer très fort tout de suite. Bruno Sabi, 36 ans, le 4e mousquetaire de l'équipe Peugeot, ne doit pas être dans les mêmes dispositions d'esprit que son équipier finlandais. On attend de lui autre chose que de la figuration. Il a prouvé en effet, dans un passé récent, qu'il avait le talent pour gagner. Et c'est ce qu'on lui demandera de faire au volant d'une voiture bâtie pour cela. Il sera alors devenu l'idole de toute la France profonde. Oui, on est bien placé, mais enfin... il nous semble que vous ne prenez pas les risques que vous devriez prendre. Hein. Vous n'allez pas assez vite. Hein. Oh, ah bon, vous accélérez trop et vous perdez du temps. Ah, et ben on va s'appliquer alors. Bruno Sabi, on peut penser qu'il peut gagner le Monte-Carlo? Bien pour moi, je ne sais pas, je suis moins spécialisé sur la neige que tous mes amis finlandais, et ils sont nombreux à ce Monte-Carlo.
Bien sûr, sur l'asphalte me conviendrait mieux, mais je suis heureux de voir tomber la neige, alors je m'adapterai. Alors, Peugeot, Lancia ou Audi? Outsider, Austin, la grosse cote pour Citroën. De toute façon, on y verra plus clair demain après la première spéciale retransmise en direct sur TF1 et présentée par Christian Van Rieswyck. Oui, Christian, nous sommes ici au Châtelard, un petit village des Alpes du Nord, dans le massif des Bauges, le Châtelard, où va se dérouler demain la première spéciale du rallye de Monte-Carlo. Première spéciale retransmise en direct dans Sport Dimanche à partir de 14h20. 2 km 600 d'une route enneigée, route inaugurée par Yves Loubet, un de nos meilleurs espoirs du groupe A. Alors Yves, l'année dernière, la spéciale en direct de TF1, c'était sur route sèche. Cette fois-ci, c'est sur la neige. Est-ce que le spectacle va être encore plus grand? Oui, je pense. Je pense que le choix de cette spéciale est très judicieux, dans la mesure où elle associe, elle allie le côté spectaculaire des voitures et surtout le côté sécurité. Sécurité, je veux dire par là que la route est suffisamment large. Il y a des petits murs de neige qui sécurisent les pilotes. Et je pense que les téléspectateurs vont voir un fabuleux spectacle. Joignant le geste à la parole, Yves va sauter dans son Alpha. Les deux caméramens sont prêts, Jean-Jacques Michal dans la voiture, Yves-Marie Kéros dans l'hélico. C'est parti, mais là, nous sommes avec une berline de série, Yves, alors que demain, avec les voitures de course, cela ira beaucoup plus vite. Oui, c'est certain, cela ira beaucoup plus vite. Je pense que dans la ligne droite, les voitures vont frôler le 200 km/h. Ça va aller très très vite. Nous, avec notre voiture de série, on arrive péniblement à 140 km/h, mais avec les bombes que sont les voitures du groupe B, qui font plus de 400 chevaux, je pense que ce sont de véritables catapultes qui bondissent de virage en virage. Votre temps a été de 2 minutes sur cette spéciale de 2 km 6. Vous pensez que les groupes B mettront? Je pense qu'elles vont mettre facilement 1 minute parce qu'en course, vous savez, la première spéciale d'un rallye, il faut prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires et c'est très important. C'est pour ça que même si elle est courte, cette spéciale, les écarts seront très serrés et ils vont se défoncer d'autant plus. Attention, dans ce petit bois, il y aura un changement d'adhérence. Oui, c'est certain, il y a un changement d'adhérence parce qu'on rentre dans un sous-bois et on rentre sur une partie complètement verglacée. Voilà, quelques centaines de mètres et ce sera l'arrivée. Merci d'être resté avec nous. Automoto est maintenant terminé. Rendez-vous, n'oubliez pas, demain 14h20 Sport Dimanche. Nous serons là avec Bernard Darniche. Claude, nous sommes ici au Châtelard, un petit village dans les Alpes du Nord, dans le massif des Bauges. Le Châtelard, où va se dérouler à 14h20 en direct un grand moment de télévision, en direct la première spéciale du rallye de Monte-Carlo. Ici, toutes les conditions sont réunies pour vous offrir un grand spectacle. Il y aura les voitures d'usine, les meilleurs pilotes, il y a la neige, synonyme de glisse, il y a TF1 qui a fait un gros effort, 11 caméras, 2 réalisateurs, et puis il y aura, pour nous aider dans les commentaires, Bernard Darniche. Bernard, alors que Gérard Van Der Gut nous présente les images du circuit, Bernard, je crois que ce sera un grand moment de télévision. Oui, c'est certain, parce que l'épreuve est magnifique, elle est suffisamment rapide pour pouvoir voir évoluer les monstres qui vont faire tous en moyenne 450 chevaux, avec au volant des pilotes fantastiques, très peu de clous, en moyenne 170 à peu près par roue, donc une glisse fantastique, et je pense que ça va être un grand moment de télévision, parce que toutes les conditions, comme vous le disiez tout à l'heure, sont réunies, et il y aura un grand moment de télévision, et je m'adresse surtout à ceux qui n'aiment pas trop le sport automobile, que ceux-là regardent, et je pense qu'après, ils auront... Alors Massimo Biazione, l'italien, sur la nouvelle Lancia Delta S4. Et Bruno Sabi, le français, sur la 205 Turbo 16 Evolution 2. Une première spéciale donc où les réservistes dépassent les maîtres. Preuve que sur la neige, il n'y a pas que les Finlandais qui soient des as. Même s'il faut en convenir, la route était plus facile au moment des passages de Bruno Sabi et de Massimo Biazione. Deuxième spéciale et deuxième meilleur temps, toujours pour une Lancia, cette fois celle d'Henri Toivonen que l'on découvre ici. Henri Toivonen, vainqueur, vous vous en souvenez, pour sa première sortie avec cette voiture du rallye de Grande-Bretagne, le fameux RAC, où il devançait Markku Alén, lui aussi sur Lancia. Quant à Timo Salonen, le champion du monde, il perd dans les 2 premières spéciales 5 secondes sur Toivonen. Autant dire pas grand-chose compte tenu de la durée de l'épreuve. Peut-être un petit désavantage psychologique, mais on sait que Timo démarre toujours lentement. Cela promet pour la suite, d'autant qu'il réalise déjà le meilleur temps de la 3e spéciale.
Ce qui promet aussi, c'est l'entrée en matière tonitruante de Juha Kankkunen, le numéro 4, qui découvre la voiture en réalisant le 4e temps de la première spéciale, le second de la deuxième, le 4e de la troisième. Apparemment, Jean Todt n'a pas fait d'erreur une nouvelle fois dans son recrutement. Kankkunen sera peut-être l'homme de l'année pour Peugeot. Quoi qu'il en soit, la bataille s'opère par poignée de secondes. 2 spéciales pour Lancia, 1 pour Peugeot. Et 1 seconde d'avance au général pour Toivonen sur Salonen. Le grand perdant, tout est relatif et pour l'instant on dit Walter Röhrl a fait une erreur dans le choix des pneumatiques sur la première spéciale et depuis avec Milkola, ils finissent toujours derrière les Lancia et les Peugeot, c'est un signe. Bruno Sabi, depuis le début, se bat comme un diable. Il serait 3e au classement général sans une pénalisation de 30 secondes pour avoir poussé son auto au départ d'Aix. Quant à Van Berg sur BX44, il a déjà... Cela fait juste 20 ans que Polly Toivonen remportait le rallye Monte-Carlo au volant d'une DS21. Aujourd'hui, c'est son fils Henri, 29 ans, qui triomphe dans le rallye le plus prestigieux du monde. Décidément, la dynastie des Toivonen n'est pas prête de s'éteindre. Henri, comme Polly, héros de Monte-Carlo. Mais cette fois, tout s'est joué au cours d'une dernière nuit de démence où Toivonen a fini par terrasser son compatriote Timo Salonen, champion du monde en titre, l'homme fort de l'équipe Peugeot. La dernière nuit explique que Toivonen à l'arrivée a été très rude. Je partais juste derrière Timo et je savais qu'il n'allait pas me faire de cadeau. Il fallait que j'aille au maximum, mais les conditions de course étaient très mauvaises. De la neige, de l'asphalte, de la glace. Il fallait être en bonne forme, physique et mentale. Mais souvenez-vous, tout a commencé dimanche dernier sur TF1, en direct. Première spéciale. 50 000 spectateurs se sont postés sur les 2,6 km du parcours. Les Finlandais affirment déjà leurs ambitions. Salonen d'abord. Kankkunen, la nouvelle recrue de l'équipe Peugeot, qui fait ici son apprentissage au volant d'une 4 roues motrices. Et Henri Toivonen, le dernier vainqueur du rallye de Grande-Bretagne. De Peugeot, une Lancia et tous le même chrono, 1 minute 37 secondes. Mais ce sont les Latins qui secouent le cocotier, comme quoi, même sur la neige, le talent n'est pas seulement une exclusivité scandinave. Sabi, qui en a déjà gros sur le cœur d'avoir pris une pénalisation de 30 secondes pour avoir poussé sa voiture à la sortie du parc fermé d'Aix-les-Bains, fait mieux que les Finlandais. 1 minute 36 secondes. Il sera quand même battu par Massimo Biasion, un autre latin. Biasion le plus rapide, en 1 minute 35 secondes. Un peu plus tard, la situation se décante dans la Chartreuse. Toujours la neige et la glace. Les Lancia manifestent leur bonne forme et Henri Toivonen, ici en difficulté, se porte malgré tout au commandement. C'est lui le grand bonhomme de cette première étape. 4 temps scratch sur 6 spéciales. Il ne laisse aux autres que des miettes. Même Salonen digère mal les 2 classiques de la Chartreuse et du Revard. Il y laisse des plumes et concède plus d'1 minute et demie à Toivonen. Les choses sont d'ailleurs bien mal engagées pour Peugeot. Kankkunen a perdu près de 9 minutes
après que son moteur ait refusé tout service dans la Chartreuse. Pipe d'admission déboîtée. Heureusement, Bruno Sabi relève le gant et vient se placer juste dans le sillage des Lancia. Sans sa pénalisation, il ferait un excellent second. Pour moi, elles sont injustement données, cette pénalisation, parce que le règlement n'est pas clair sur ce plan-là. Enfin, c'est pas grave, je préfère pas y penser, on verra après. Après la première étape, les Lancia réalisent un joli tir groupé, mais le moteur de Marco Allen donne des signes de faiblesse. Pareil pour celui de l'Audi de Rorl, dont le turbo cafouille dangereusement. Rorl est 6e à 2 minutes 42 de Toivonen. Walter, avez-vous résolu vos problèmes de turbo? Nous venons de le changer, je ne peux pas encore le dire. Ça devrait aller mieux dans les spéciales suivantes, je l'espère. Quelle sorte de problème? Moteur et pneus. Les pneus sont surdimensionnés, beaucoup trop larges. Les pneumatiques, c'est vrai, ont constitué le casse-tête pour tout le monde dans ce rallye. Et les choix n'ont pas toujours été très faciles. Parfois aussi pas très judicieux, malgré les renseignements fournis par les ouvreurs sur l'état des routes qui changeaient constamment. Neige, glace, asphalte. Alors, clou ou pas clou? Chez Austin, l'apprentissage du Monte-Carlo se fait dans la douleur. Direction bloquée, Pond finit sa course dans un poteau. Lourdement pénalisé, il disparaîtra à Aix-les-Bains. Malcolm Wilson, lui, renoncera un peu plus tard, transmission cassée. Pour Citroën, ce n'est guère mieux. Avec la nouvelle BX, on est toujours dans le flou. Quand on pourra exploiter vraiment toutes les possibilités de la tenue de route, ça sera formidable. Je crois savoir que vous avez eu des problèmes de frein hier. Est-ce qu'ils sont résolus? Mais non, ils ne peuvent pas être résolus parce que ce sont des freins. Je veux dire, on a un système d'assistance et on sait ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire pour améliorer tout ça. Mais pour le moment, c'est une question de temps. Tout a été trop précipité et c'est ce qui nous empêche justement de faire des performances. Et pour le moment, on est parti sans illusion dans ce rallye à ce niveau-là, quoi. Mais nous le savons très bien. Enfin, le principal, c'est qu'on va pouvoir progresser. Andruet, effectivement, essuie les plâtres sur une voiture qui manque de mise au point. Il finira par sortir de la route. En Groupe A, la bataille annoncée a bien lieu entre l'Alpha de Bertrand Ballas, la Mazda d'Ingvar Carlsson, les Golf GTI d'Ericsson et de Whitman, et la Renault 11 Turbo d'Alain Oreille. Peut-être parti un peu trop vite et bon, j'ai fait 2 bêtises sur un terrain qui ne m'était pas favorable, mais je pense que là on va retrouver un terrain tout à fait favorable à la voiture et on va essayer de remonter les places. Après la Chartreuse, le Monte-Carlo s'achemine lentement vers l'Ardèche, un des hauts lieux du rallye. C'est là que les grands champions affirment toujours leur suprématie. C'est là que se tissent de fabuleuses légendes. Juste au sortir de ce moulinon, que l'on visite ainsi qu'un sanctuaire. La montagne de Ferrat explose du fracas des échappements. La nuit est tombée sur la course quand Walter Rorl fait donner la charge. Qu'importe son moteur défaillant, Kaiser Rorl frappe un grand coup. Au moulinon d'abord, puis à la souche. En 2 spéciales, Rorl refait l'essentiel de son retard. Et on le retrouve 2e à 1 minute 41 secondes de Toivonen. Cette fois, la classe a parlé. Pas de chance en revanche pour Bruno Sabi, victime d'un problème de boîte de vitesse qui lui coûte 6 minutes de pénalisation. Bruno ne méritait pas ça. Après l'abandon de Mouton, moteur cassé, Peugeot ne peut plus compter que sur Timo Salonen. Le public brûle son impatience auprès des feux de bois. Au petit matin, il est encore transi quand le jour se lève sur l'épreuve du Burzet. Encore un monument. On y attend la confirmation du réveil de Rorl. On lorgne du côté des Lancia et de leur leader Toivonen. On guette la réaction des Peugeot. Bref,
On se fait tout un plat de cette reprise des hostilités. Mais on est encore en dessous de la réalité. Ici, le rallye va atteindre son rythme le plus fou, son émotion la plus intense. Rorl au ralenti. Rorl le géant crève dans la spéciale et perd près de 6 minutes. Coup dur aussi pour Lancia. À la sortie du Burzet, une voiture folle conduite par un spectateur inconscient vient se jeter sur la delta de Toivonen. À Vaison-la-Romaine, l'assistance réalise des prodiges pour retaper la voiture du leader de la course. Mais Henri Toivonen aura quand même écopé d'une minute de pénalisation. Et surtout, il aura été touché dans sa chair. Luxation de la hanche droite. Allait-il être en possession de tous ses moyens pour aborder la phase finale de ce rallye? Pour Lancia et pour Fiorio, la question est d'importance. Henri Toivonen, visiblement marqué par le choc, raconte les circonstances de son accident. Marco Allen, lui, est obligé de renoncer, moteur cassé. Les événements se précipitent. Et c'est alors que l'on va assister au festival de Bruno Sabi. Bruno Sabi qui rejoint Rorl au plan des exploits accomplis dans ce rallye. Sur le sec, Bruno signe 5 temps scratch, dont celui du Burzet, où il pulvérise l'ancien record de Walter Rorl. Ce jour-là, Sabi a rejoint les plus grands. Et la cote de Peugeot remonte avec le retour de Salonen, pointé à 1 minute 50 secondes de Toivonen. Troisième Biasion à 2,22, quatrième Mikola à 3,35. Les autres sont beaucoup trop loin pour pouvoir prétendre jouer un rôle pour la victoire. Après la neutralisation de Gap, la situation évolue encore très rapidement. Rorl soigne son image de marque, tandis que les Lancia choisissent d'opérer un changement de pneus au milieu des spéciales. Un petit jeu dangereux qui ne donnera pas les résultats escomptés. Salonen en profite et pour la première fois depuis le départ, une Peugeot se retrouve au commandement du rallye. Mais pour Sabi, c'est moins bon. Toutes les plaques de glace étaient transformées en humidité puisqu'il faisait plus chaud. Et je pensais donc jusqu'à la fin de la preuve spéciale, il n'y aurait plus de verglas. Et puis je me suis piégé par une plaque qui restait. Et j'ai touché le rocher, j'ai arraché le rond. Sabi n'a pas été le seul à vivre ce genre de mésaventure. Regardez ses concurrents moins connus. Sur la glace, les pièges sont les mêmes pour tous. C'est dans ces moments-là que le public doit se montrer le plus prudent. À ce moment-là, Timo Salonen compte 33 secondes d'avance sur Toivonen, un souffle. La victoire dans ce Monte-Carlo va se jouer dès lors à coups de secondes, à coups d'audace, à coups d'intox. Et toujours le même public indiscipliné. Henri Toivonen prend rapidement l'ascendant sur son adversaire, d'autant plus que les pneus Pirelli des Lancia s'affirment beaucoup plus efficaces que ceux des Peugeot. Mais cela n'empêchera pas Massimo Biasion de terminer sa course sur une sortie de route. Et la palme du spectacle à Walter Rorl. Rorl au sommet du Turini. Spectacle aussi pour Bruno Sabi. À ce niveau-là, la virtuosité tient du génie. Jusqu'à l'amorce de la dernière nuit, la situation reste indécise. Timo, premier, avec 33 secondes d'avance. Est-ce suffisant maintenant? Non, pas encore, pas assez. Je pense qu'il y aura une furieuse bataille avec Toivonen durant toute la nuit. C'est comme si un nouveau rallye débutait sur le coup de 21 h. Il restait alors 150 km de chrono et tout restait à faire. Soudain, dans la 33e épreuve, dans le col de la Couillole, le rallye bascule. Salonen, mal chaussé, accuse le coup et perd 1 minute 58 secondes sur son rival.
La cause est entendue, plus personne n'ira chercher Henri Toivonen. À l'arrivée, 4 minutes séparent les deux hommes. Toivonen sort grandi de ce formidable bras de fer. Tout comme Bruno Saby, le Français, qui atteint une nouvelle dimension sur ce Monte-Carlo. Pour lui, c'est peut-être le jour qui se lève. Est-ce que vous aviez quelque chose à prouver? Non, ce que j'aurais voulu surtout faire, c'était un résultat, parce que j'ai besoin d'un résultat dans un rallye de notoriété, surtout comme Monte-Carlo. Et je crois qu'effectivement, c'est pas encore cette année que je ferai ce résultat. Un rallye palpitant jusqu'au bout qui marque le triomphe d'Henri Toivonen, 20 ans après son père. Deuxième, Salonen. Les Audi enlèvent les 3e et 4e places avec Mikola et Rohrl, 5e Kankkunen, 6e Saby, 7e Servia et 8e Alain.